Alors mon nom est Jean-Christophe Bonis, j'ai un métier un peu particulier, je suis futuriste. Je sais que ça paraît un peu particulier en Europe, c'est très commun aux États-Unis. Basiquement, mon job, pour ceux qui veulent tweeter et Instagrammer, il paraît que c'est vachement à la mode. Mon job, basiquement, est simple, je suis payé pour parcourir le monde. Mon job est d'aller aux quatre coins de la planète pour rencontrer des startups, pour rencontrer des ONG, des dirigeants d'entreprises ou des dirigeants politiques. Et j'essaye, avec mes équipes, basiquement, de scanner tout ce qui se passe à travers la planète en termes d'innovation et d'en comprendre l'impact sur le comportement des consommateurs et d'en tracer les 15-20 prochaines années. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler et de surfer sur le talk juste avant pour avoir une vision des réalités et une vision des vraies questions, qui sont des questions que malheureusement, on ne se pose pas assez. Je suis dans tous les grands sommets mondiaux, CES, Web Summit et ainsi de suite. Je pense que dans le dernier CES et le dernier Web Summit, ainsi qu'à Viva Technologies, on était moins de 5% des speakers à juste se poser des questions liées à l'éthique. Éthique sans pour autant être dans des problématiques qui sont des problématiques activistes. Voici le monde dans lequel on vit. C'est la parfaite photo aujourd'hui à travers la planète. On est en Afrique, au fin fond de l'Afrique, on est au fin fond de l'Australie, en Inde ou en Asie du Sud-Est. Vous avez des populations qui n'ont pas assez pour vivre, pour boire, pour manger, n'ont pas d'électricité de manière permanente. Tout le monde a un téléphone portable. Tous. Minimum un, voire deux téléphones portables. En Afrique, c'est le vieux Ericsson, 13 €, qui permet d'acheter, vendre, M-Pesa et autres, et le vieux Nokia, celui qui est incassable et qu'on passe aux uns et aux autres pour appeler la famille. L'enjeu aujourd'hui est un enjeu assez simple, ça c'est le présent. Est-ce que le futur, potentiellement, c'est ça? Simplement le fait que, d'un point de vue de la réflexion, on puisse aujourd'hui considérer que ça, c'est possible, montre qu'on est passé d'un monde de science-fiction à un monde de réalité. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable, potentiellement, à moins de 10-15 ans. On a aujourd'hui à Tokyo, à Barcelone, des bordels qui ont été ouverts pour messieurs et pour mesdames, avec uniquement des robots et des baby-dolls. Vous avez 48% de la jeunesse japonaise qui aujourd'hui préfère avoir des relations sexuelles avec des objets connectés qu'avec des humains. La vraie réflexion qu'il y a à se mener, c'est basiquement, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va prendre quelques exemples. Vous avez tous, si vous êtes connectés à ce qui se passe au niveau technologique, voici la conférence I.O. qu'il y a eu il y a 3 semaines à peu près de nos amis de Google. J'ai sélectionné une séquence qui est une séquence parlant de l'intelligence artificielle de Google. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Je veux être sûr que vous avez bien compris ce qui s'est passé là. Alors on a beau avoir quelques scientifiques et quelques experts qui ont dit non, c'est pas vrai, ça a été organisé, c'est Google. Google, par définition, ne prendrait jamais le risque de présenter ça si derrière c'était fake. On a eu une intelligence artificielle qui s'appelle Google Assistant, qui a pris un rendez-vous
en live, en parallèle, avec un humain. C'est-à-dire que vous avez bien une machine qui a parlé à un humain et un humain qui ne s'est pas rendu compte qu'elle parlait à une machine. Alan Turing, au milieu du siècle dernier, a créé un fameux test qui s'appelle le test de Turing. Le test de Turing est un test scientifique qui a vocation à savoir si on est capable d'identifier qu'une machine est une machine ou un humain. Là, on arrive de manière très proche à ce genre de choses. Nous sommes aujourd'hui sur du présent qui va quand même assez loin. Voici une start-up aux États-Unis. On parle d'un marché qui est le marché du BTP, un seul marché au monde qui, depuis 40 ans, 50 ans, n'a pas fait un seul gain de productivité. On n'est jamais étonné qu'il y ait un problème de délai, s'il y a des dépassements de budget, ce n'est pas problématique, c'est normal, c'est le BTP. La réalité, c'est ça. Ça, cette start-up, elle est capable, avec des robots, de mettre en place en temps réel, en impression 3D, des bâtiments qui sont des bâtiments aux normes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le robot, ce qui est intéressant, c'est derrière l'impact. Deux choses, moins d'une demi-journée pour un bâtiment, 4 000 $. Alors, je veux bien qu'on entende une multitude de choses, mais aujourd'hui, on parle à travers la planète d'une multitude de problématiques de météo, tempêtes et autres. Ça veut dire qu'on est capable, aussi bien pour des théâtres de guerre que des théâtres humanitaires, que aussi dans des logiques de bidonville, aux quatre coins de la planète, de répondre aux besoins des populations en leur donnant un toit et le nécessaire à côté. Alors vous allez me dire, c'est pas top, c'est pas sexe, etc., c'est pas ultra designé. Voici en 3D quelque chose qui a été bâti par nos amis chinois, c'est du pur 3D. 3D print. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à des niveaux technologiques qui sont des niveaux technologiques impressionnants. La vraie question est, est-ce que ça, c'est bien ou c'est pas bien? Quels sont les impacts? Les impacts, par exemple, de ça. Nos amis chinois, qui il y a moins de 2 mois, viennent de lancer ça en test et un déploiement, qui est un déploiement intéressant, parce que c'est un déploiement qu'ils ont appelé Skynet. Skynet, c'est pour ceux qui... c'est Terminator. C'est un déploiement qu'ils ont mis en place en Chine de reconnaissance faciale de l'ensemble de la population, capable de scanner en temps réel, en moins d'une seconde, 3 milliards d'individus en Chine. Ils déploient en parallèle 300 millions de caméras connectées qui sont capables de faire ça. 首先要解决就是在一幅场景里边或者图像上去找到人脸在什么地方。我们要对这个人脸呢进行关键点的定位。我们需要定位出他的眼角以及鼻尖、鼻翼和嘴角。描述完了以后呢，我们要去到库里边去做人脸的比对。Alors, ce qui est impressionnant, c'est que dès que vous êtes pris en flagrant délit de quelque chose de pas bien, ils vont jusqu'à prendre une photo de vous validée par la police et qu'ils affichent en public, grand écran ou autre, avec vos coordonnées, de manière à ce qu'on ait bien une humiliation publique. On est typiquement dans un État qui est en train de se révolutionner dans la mise en place d'un contrôle de la population. Ça va encore plus loin, parce qu'on est capable de voir quels sont vos mouvements et en fonction de vos mouvements, d'anticiper vos prochaines réactions. C'est-à-dire que l'étape d'après, qui est déjà prévue, c'est de vous arrêter avant que potentiellement vous puissiez commettre un délit. Minority Report dans le présent. C'est un réseau en temps réel de reconnaissance faciale de l'ensemble de la population. Ça, ce serait déjà flippant par lui-même. Mais c'est encore plus flippant quand vous regardez nos amis chinois qui ont juste pris ce qui se passe dans une série extrêmement connue, Black Mirror, et qui l'ont juste appliqué à l'ensemble de la population. This episode of Black Mirror scared us all to death by taking social media too far. I see there's one standby seat on another plane leaving tonight. That's reserved for members of our Prime Flight program. You got to be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. People are scored out of 5 by everyone they interact with, and their public rating determines where they can live, who they can date, and how they travel. No! But you invited me. You've seen the guest list. They are all like 4.5 or above. They are going to freak at a 2.6. But this is just fantasy, right? Not in China. The government is building a social credit system to rate the trustworthiness of 1.4 billion people. There are plans to roll out the system by 2020, but it's already happening in Suzhou City. So, how does it work?
Every citizen starts with 100 points linked to their ID card or social media. If you do something good, like volunteer at a charity, recycle trash, donate blood, or send positive energy messages on social media about the country, your score goes up. If you do something bad, like jaywalk, cancel a reservation, leave a dishonest review, or you are even friends with someone with a low rating on social media, your score drops. In order to restore calm, I'm invoking my authority as airport security to dock you 1 full ranking point as a punitive measure. This is a temporary measure. High-scoring citizens may get free gym memberships, cheaper public transport, and shorter wait times in hospitals. Low-scoring citizens may have travel restrictions, slower internet speeds, and restricted access to restaurants. Is this Black Mirror nightmare becoming a reality in China? Alors, 2020, appliqué aujourd'hui, c'est opérationnel dans une grande ville. 2020, c'est l'ensemble du pays. Alors, moi, je suis un geek, il faut être clair, je suis ultra techno, etc. Depuis plus de 20 ans, je codais à l'âge de 6 ans, enfin, je veux dire, je suis... mais vraiment, à longueur de temps, dans mon job, depuis plus de 10 ans que je fais ça, je me pose une question qui est une question qui me taraude et qui commence à me poser des vraies problématiques. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est quoi la ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? L'intervenante juste avant moi a donné des exemples qui sont extrêmement intéressants. Cependant, en même temps, aujourd'hui, on vous dirait, pour faire la guerre, pour faire la paix, il faut tuer des gens de manière à ce qu'on puisse avoir la paix. Donc, ma vraie problématique au quotidien, c'est ça. Et ma problématique va plus loin. Qui sommes-nous, Européens, Occidentaux, pour imposer à nos amis chinois une ligne entre le bien et le mal? Qui sont-ils pour nous imposer une ligne entre le bien et le mal? Le bien, c'est subjectif. Le mal, c'est subjectif. J'essaye d'être un mec bien. Mais potentiellement, je peux faire des choses que je considère bien et qui vont être considérées par d'autres personnes comme mal. La problématique que l'on a aujourd'hui dans notre monde digital, c'est que la logique entre le bien et le mal est une logique à géométrie variable, dépendant de qui on est, comment on est, quelle couleur on a de la peau, comment on est dans le domaine religieux, et l'ensemble de notre éducation. Et nous ne sommes personne pour imposer à quiconque et réciproquement une ligne entre le bien et le mal. Et là, on a un énorme problème. On a un énorme problème pour la chose suivante. Nous sommes des Homo sapiens. Voici une petite chose qui naît régulièrement, c'est nous. Nous sommes le seul animal sur Terre à naître prématuré. Prématuré tellement que nous avons besoin de 10-15 ans de notre écosystème, de notre environnement, familial ou autre, pour devenir indépendant. Résultat des courses, on est quand même sur un schéma très particulier parce que vous vous souvenez de ce film ? La métaphore de ce film est quand même extrêmement intéressante. Parce qu'en étant indépendant uniquement à 15 ans, nous avons quand même, d'un point de vue éthique, de plus en plus à travers la planète, une seule idée en tête. Lorsque nos parents qui se sont occupés de nous pendant 15 ans arrivent en tant que personnes âgées, c'est de les mettre dans des mouroirs parce que potentiellement c'est un peu chiant d'avoir quelqu'un qui modifie une multitude de temps, de problématiques de vie et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous ne clôturons pas le cercle de notre propre espèce. Ça va plus loin. Les dauphins naissent en nageant. Vous prenez aussi bien des chevaux que autres, je suis d'accord avec vous, hein, ils ne vont pas courir, gambader au bout de 2 heures, hein, mais au bout de la journée, il n'y a aucun problème, hein, ils marchent au bout d'1 heure et ainsi de suite. En parallèle de ça, comme vous avez pu voir avant, Sapiens fait ça. Trouvez-moi une espèce d'animal, nous sommes des animaux, à travers la planète qui, lorsqu'elle est malade ou pas, se retrouve dans son endroit de vie et salit son endroit de vie. Jamais. Vous avez un chat, un chien, des animaux, ils vont tout de suite, lorsqu'ils sont malades et qu'ils peuvent le faire, aller potentiellement en dehors de manière à ne pas salir l'endroit où ils sont. Ça, c'est Bali, il y a quelques mois. Je reviens d'une tournée en Asie où j'ai fait une multitude de conférences. Voici concrètement, lorsqu'on nage à Bali, ce qui se passe. Personne à Bali ne se pose au début du commencement d'une question. Jamais on a une question là-dessus. On a des personnes là-dessus qui sont dans des schémas de tuer pour le plaisir, pour du clic.
c'est fun autour des communiqués. Simplement, la logique de tuer pour le plaisir, ok, mais de se prendre en photo là-dessus pour le publier, ça, on est quand même vraiment très proche du psychopathe. Hein, on est vraiment très proche du psychopathe. On est très proche du psychopathe aussi au Japon. Chaque année, il tue tellement de dauphins dans une baie que l'eau de la baie se transforme en rouge. Voici qui nous sommes. Nous sommes sapiens. Sapiens capable, pour la moitié de l'humanité, d'acheter ça qui, ici en France, vaut à peu près un SMIC. Et l'autre moitié de l'humanité, en général, c'est même les mêmes. Mourir plus de surbouffe, de jeter plus de surbouffe qu'autre chose. Je prends régulièrement des avions, beaucoup trop régulièrement à mon goût, accessoirement. Quand vous regardez ce qui est jeté simplement dans les avions, vous comprenez tout ce qui se passe. Ça, aujourd'hui, la contrepartie de ça, c'est la moitié de l'humanité qui meurt de faim. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour une raison simple. J'ai vu des gens qui sont formidables, mais à titre personnel, bon, ok, il y a beaucoup de cons, mais à titre personnel, il y a quand même des gens qui sont exceptionnels. Mais la problématique, c'est que nous, dans notre globalité, en tant qu'espèce ou en tant que groupe, on a une vraie problématique. Nous sommes des gamins attardés. On a 12 000 ans d'existence, à peu près depuis le moment où on a eu la révolution agricole, moins 10 000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que depuis 12 000 ans, on aurait pu croire quand même que les 7,5 milliards officiels, 8,5 milliards officieux, puisqu'il y a 1 milliard de personnes qui ne sont pas sur les listes, hein, d'après l'OMS, auraient quand même un minimum de maturité. La preuve, non. Le problème, c'est qu'en parallèle de ça, nous développons aujourd'hui des technologies qui nous donnent tous les pouvoirs. On a tous les pouvoirs aujourd'hui. On a les pouvoirs. Si vous lisez les textes antiques, Platon, Socrate, tout ça, qui sont les pouvoirs des dieux de l'époque. On crée la vie, on donne la vie à la machine, etc. C'est-à-dire que, potentiellement, on donne le bouton nucléaire à un gosse. En fait, on l'a fait, c'est Trump, mais bon. C'est ça, c'est nous. Et les vraies questions sont quand même à se poser. La logique activiste de se dire non, la techno ne passera pas. Bon, arrêtons. Hein, on l'a vécu depuis le début de la technologie. À tout temps, on l'a vécu, ça n'a jamais fonctionné. Ça va tellement vite qu'aujourd'hui, c'est des bases sur lesquelles il faut partir et il faut prendre ces bases-là pour essayer d'en faire quelque chose de bien. L'intelligence artificielle, c'est la grande star depuis quelques années du moment. C'est intéressant de voir ce qu'on peut y faire et comment on peut le gérer. L'intelligence artificielle, pour nous, basiquement, si on explique ça à un béotien, vous demandez à des enfants, ils vont vous dire, bah, c'est simple, vous prenez Einstein et vous faites qu'une machine soit Einstein. Pour, on va dire, l'imaginaire collectif, ça va être Jarvis. Ça va être Her. Hein, vous savez, ces films dans l'imaginaire collectif. La réalité, c'est que Her, c'est-à-dire l'assistant personnel capable de vous babysitter du matin au soir et du soir au matin, c'est exactement la guerre en cours par l'ensemble des grands de la technologie. Quand vous voyez Google Assistant, c'est ça le Graal. Quand vous voyez la guerre entre Google Home et Amazon Echo, Alexia qui vient d'être lancée en France, où Amazon a quand même cassé par 2 les prix, aujourd'hui, l'enjeu à 5-7 ans, c'est d'être capable d'avoir ça. Et ça, on l'a déjà en labo. L'enjeu, il est bien autre. On a assisté à une mutation du web, d'un web dit sémantique, vers un nouveau web. On est en pleine rupture depuis 2007 et l'introduction par Steve Jobs du smartphone, donc de la logique de l'outil qui devient un outil où vous pouvez prendre des photos, aller sur Internet et ainsi de suite. On a introduit une nouvelle rupture du web. La rupture du web, c'est que ce web-là, c'est le web de papa. Vous êtes sur un schéma où, aujourd'hui, si vous voulez faire des recherches avec des mots-clés pour ça, bon courage. C'est-à-dire que si vous voulez savoir quelle marque de chaussures, quel est ce petit pull, eh bien, vous ne pouvez pas le faire par des mots-clés. Vous avez un minimum, plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions de pages qui vont s'afficher. C'est-à-dire que les grands de la technologie au niveau mondial ont décidé, de ce cas-là, de nous babysitter encore plus et d'utiliser le média, qui depuis 2007 est majeur, pour faire que l'ordinateur trouve pour nous. Je prends une photo, l'ordinateur nous le dit, ça s'appelle Google Lens.
Et tous les grands, aujourd'hui, sont en train d'avancer là-dessus. Quand vous regardez les problématiques de Pinterest, Pinterest, aujourd'hui, a muté là-dessus. Vous vous retrouvez donc sur un schéma d'une mutation totale du web avec un problème majeur. L'ordinateur ne sait pas ce qu'il y a sur une image. Une image, c'est des pixels. L'ordinateur n'a aucune idée derrière les pixels de ce qui se passe. Donc, nous avons développé des technologies qui sont des technologies dites de deep learning ou autres, apprentissage assisté de l'ordinateur. On dit à l'ordinateur, ça c'est un chat, ça c'est un chat, ça c'est pas un chat. Et à force, on l'éduque comme un bébé. Ça, c'est donner des sens à la machine. Ça marche très bien. Ça marche tellement bien qu'on est capable même d'avoir pour la machine un développement d'une visibilité des feelings, des émotions, bien meilleurs que nous, qui sont utilisés à longueur de temps maintenant, ça c'est Microsoft, dans la techno mise à disposition par API de l'ensemble des retailers et ainsi de suite. C'est cher? Même pas mal. Ça coûte même pas quelques euros. C'est accessible à tout le monde. Après, qu'ils l'utilisent, qu'ils ne l'utilisent pas, c'est une autre histoire. Souvent, ils ne savent même pas que ça existe. On n'est même pas allé, on ne s'est pas contenté de ça. On a été beaucoup plus loin. On a démarré un nouveau cycle qui est d'apprendre à l'ordinateur à apprendre. On a appris à la machine à apprendre. Ça, c'est le Graal. L'apprentissage non supervisé. En IA, c'est le Graal. Le problème, c'est que quand vous êtes sur un schéma comme ce qui s'est passé en 2016, ce gentleman à droite est le champion du monde de Go. Le jeu de Go, c'est ça. Ce n'est pas du tout des mathématiques. Le jeu de Go, ça n'a rien à voir avec les échecs. Le jeu de Go, c'est autant d'options et d'hypothèses qu'il y a d'atomes sur la Terre. C'est-à-dire que vous êtes obligé de développer une espèce de sixième sens, d'intuition. La machine de DeepMind, c'est-à-dire Google Brain, la division intelligence artificielle de Google, a été capable, par l'algorithme, d'écraser 4-1 le champion du monde. Mais ça a été un apprentissage supervisé. La machine a suivi les champions européens, ainsi de suite, et a appris, ainsi de suite. Les mecs se sont dit, bon, c'est bien, mais c'est pas assez. Résultat des courses, il y a quelques mois, ils ont publié une étude qui est AlphaGo 0. AlphaGo 0, c'est la petite sœur d'AlphaGo qui était l'algorithme précédent. AlphaGo 0, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire c'est de l'apprentissage non supervisé. On dit à la machine, gamin, feuille blanche, démerde-toi, je veux que tu gagnes. 100 jours. En 100 jours, la machine a été capable, seule, sans aucune intervention humaine, de démolir sa grande sœur, AlphaGo, qui avait déjà démoli le numéro 1 mondial du jeu. C'est-à-dire que nous sommes arrivés au niveau technologique aujourd'hui dans une capacité à laisser l'ordinateur apprendre par lui-même et avancer par lui-même. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne suis pas là pour vous le dire. Je suis là juste pour vous dire, voilà où on en est. Les enjeux qui sont les enjeux derrière sont importants. Ça veut dire qu'on est capable, typiquement, de faire ça. Vous prenez en haut à gauche une photo. C'est la photo qu'on pourrait dire, c'est Amsterdam, jour de non-pluie, ce qui est rarissime à Amsterdam. Mais on dit à la machine, voilà, tu as une photo, je te donne 5 peintures, c'est 5 peintures des grands peintres aujourd'hui du siècle dernier. Tu prends la photo et tu t'inspires de la peinture pour donner le style de la peinture à la photo. Rien que ça déjà, vous n'avez pas 4 personnes sur Terre capables de le faire. Et en plus de ça, on a des machines 3D qui sont, avec des pinceaux et tout le tintouin, capables, avec derrière la photo, de reproduire la peinture. La moitié des experts mondiaux qui ont été sollicités se sont plantés pour savoir si c'était ou pas un original du grand peintre. On se retrouve donc dans un schéma où, foncièrement, je ne cherche pas à être compétitif avec une machine qui est bien meilleure que moi. La machine, pourtant, est stupide. L'enjeu, c'est que tout le monde, aujourd'hui, a accès à ces technologies-là. Il ne faut pas s'appeler Google, tout le monde a accès à ces technos, et on peut tous, basiquement, transformer une idée en quelque chose d'intéressant en utilisant ces technologies-là. Est-ce que demain, le monde sera Armageddon? Il faut arrêter de déconner quand même. Hein? C'est pour Hollywood. Est-ce que potentiellement ça peut l'être dans 50 ans? J'en ai aucune idée. J'espère bien ne plus être vivant pour le voir. Mais foncièrement, ce n'est pas là les enjeux. Est-ce que demain, le monde sera comme ça? Mais j'ai aucun doute. Aucun doute. Regardez-vous là. La moitié d'entre vous, vous avez des lunettes. C'est très bien. J'adore vos lunettes, accessoirement. Mais des lunettes, c'est bien une augmentation de l'homme. Quand on a des problèmes d'audition, on a bien un appareil auditif. C'est quoi la différence entre des lunettes et potentiellement un implant? Aucune.
On est donc sur un schéma où, bien entendu, l'homme va sans aucun problème dire oui, de manière plus ou moins enjouée, on va dire. Nous, moins, les Chinois n'ont aucun problème à des outils, qu'ils soient génétiques ou technologiques, qui vont nous permettre d'être plus compétitifs demain face à nos concurrents. Nous sommes tous en compétition mondiale dans le marché qui est aujourd'hui le marché mondial. Est-ce que Ex Machina, ce film, demain, c'est quelque chose de réel? Mais bien entendu. Bien entendu, avec quelque chose de primordial. La seule différence, tout le reste, j'y crois pas du tout. La seule différence qu'il y a entre nous, humains, et la machine, quelle que soit la machine, cette différence, elle est unique. Nos émotions, nos feelings sont chimiques. Les émotions, les feelings, quelles que soient les choses qui seront développées dans les années à venir dans tous les labos mondiaux, seront électriques, donc logiques. Que l'on veuille ou pas, une machine, c'est des 1 et des 0. 1, l'électricité passe, 0, l'électricité ne passe pas. La logique de l'illogisme est irréaliste pour la machine. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réellement réfléchir. Quelle est la différence entre ce que je peux faire ou ne pas faire? Ils sont tous en train de s'exciter depuis ce week-end entre un G7 qui a été une catastrophe et un meeting entre deux dirigeants mondiaux qui sont issus du siècle dernier. Alors que l'intelligence artificielle sera réellement l'arme nucléaire du XXIe siècle. On s'en fout du nucléaire. Le nucléaire est scanné en uranium par tous les services secrets mondiaux. L'intelligence artificielle, c'est du sable et de l'eau. Tout le monde a accès à ça. Si vous réussissez à avancer là-dessus et qu'on réussit à avancer, militairement parlant, on va vraiment avoir un méga problème parce que c'est exactement la même problématique que Frankenstein. Et donc, c'est pour ça que les théories transhumanistes et les théories de simplicité, du point de singularité, sont pas si déconnantes que ça, même si on est sur un microcosme. Ce sont des choses qui, moi, me posent un problème pour une seule raison. C'est une option sur la table qui est une option potentiellement valide, même si c'est quelques pourcentages valides. Et rien que ça, c'est extrêmement problématique. C'est problématique parce que quand un brillant scientifique, j'ai eu la chance d'assister à l'une de ses dernières conférences, considère que potentiellement l'intelligence artificielle et ce que l'on est en train de faire, la manière dont nous, sapiens, on traite l'humanité, on traite notre environnement, les métaux rares par exemple, alors avec un léger bémol avec ce qui s'est passé sur les métaux rares, on vient de découvrir une réserve de métaux rares à l'extérieur du Japon, en eau profonde, qui est l'équivalent de plusieurs centaines d'années de consommation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Le problème, c'est que ce gentleman considérait avant sa mort que si nous continuons comme ça, nous ne passerons pas le siècle. Et foncièrement, quand on se balade, quand on regarde, c'est vraiment une problématique qui est une problématique réelle. Parce que nous sommes tous béats devant ça. Tellement béats que quand même, il y a des gens qui vont jusqu'à les habiller. Je pense que ma mère, elle doit emmener sa chienne chez le psy. Bon, c'est une personne âgée, mais ça n'empêche. On est sur un schéma où notre amour aujourd'hui pour ces animaux de compagnie a été tellement loin qu'en France, en Allemagne ou autre, vous prenez un chaton, vous l'éclatez contre le mur, certains trouvent ça marrant. Vous avez la même réponse pénale que si vous tuez un homme. Donc on a donc considéré que ces animaux avaient une vraie logique, alors qu'ils n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Ils ne font pas partie des éléphants où vous faites une croix sur leur tête. Ils ont conscience devant une glace qu'il y a bien une croix sur leur tête en effaçant avec leur trompe la croix. C'est donc une conscience de soi. Le problème, c'est que demain, on va avoir des machines qui vont avoir un impact sur nous extrêmement important. On va développer des feelings avec eux. On va être sur un schéma où, bien entendu, la robotique personnelle qui arrivera à 2030 va donner aux personnes âgées l'indépendance, la sécurité. Et surtout, la connexion humaine qu'aujourd'hui, elles n'ont plus. Ça va développer des feelings, des maladies, des empathies. Et donc, par définition, des faits qu'on doit se poser la question, est-ce que ça, c'est valide? Regardez ce qui s'est passé. On a une série qui est West, je ne sais plus quoi. Merci.
Westworld. Concrètement, il faut se poser la question. Oui, bien entendu, est-ce que ça va se mener? Oui, potentiellement, c'est faisable. Alors, a-t-on le droit de tuer un robot? A-t-on le droit de violer un robot? Est-ce qu'un robot a le droit de me violer? Ça, c'est des problématiques qui sont des problématiques qu'il va falloir se poser. Je fais des conférences à travers la planète sur toutes les scènes tech mondiales. Je n'entends jamais une seule fois juste des questions sur ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste s'interroger. Il faut juste s'interroger et être sur un schéma où réellement on a conscience que nous avons le pouvoir des dieux aujourd'hui qui est donné dans la main de gamins prématurés. Alors, est-ce que nous, en tant qu'humains, on va devenir un petit peu plus matures? Ne rêvons quand même pas trop. Hein? Cependant, la vraie problématique, elle est la problématique qui est celle-là, qui est un petit peu le même discours que la jeune femme avant moi. J'ai, moi, un point qui est un petit peu différent. Nous avons tous, aujourd'hui, une logique d'avoir conscience de ce qui se passe. Vous vous souvenez de cette histoire, l'histoire du colibri? Le colibri est vraiment intéressant, c'est le plus petit oiseau de la planète, avec une fréquence vibratoire de ses ailes la plus élevée de la planète, et le seul oiseau sur Terre capable de voler en arrière et du surplace. On est sur un schéma où le colibri, dans une histoire liée à nos ancêtres, est dans une forêt, et l'ensemble des oiseaux, l'ensemble des animaux de la forêt fuient la forêt, parce qu'il y a un énorme feu au cœur de la forêt. Il croise le colibri qui fonce et qui y va. Et les animaux lui disent « Mais arrête, tu vas mourir, il y a le feu, etc. » Et le colibri de répondre « Je sais, mais j'aurais apporté ma part du job. J'aurais fait ma part du job. » Et on a tous, à nos niveaux divers et variés, à faire notre part du job, à penser différemment, en dehors de la boîte, quels que soient les éléments, et à repenser surtout un élément essentiel. Nous sommes humains, repositionnons-nous, nous, au cœur du jeu.